Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, chers panélistes, chers participants, chers invités. Dans un monde où les conflits gangrènent le vivre ensemble, il est important aujourd'hui, en tant que jeune, en tant que femme, de penser à la recherche de la paix. Et ce qui fait la paix, ce n'est pas seulement les belles idées. C'est beaucoup de volonté, mais aussi et surtout, c'est beaucoup d'actions et des actions concrètes. D'où la pertinence de ce panel ce soir qui a pour thème « Ces actions qui font la paix ». À travers ce panel, nous allons ensemble découvrir des parcours inspirants, des initiatives qui font la différence et ensemble, nous allons réfléchir à savoir comment, en tant que femme, en tant que jeune, l'on pourrait mener de meilleures actions pour la paix, la cohésion sociale. J'ai l'honneur d'avoir sur ce panel 2 acteurs de la paix. Je voudrais commencer par présenter M. Nadjimou Tchaboué, qui nous vient de Parakou. Il est venu hier nuit de Parakou juste pour ce panel. Bonsoir, M. Tchaboué. Et juste à côté, nous avons un autre acteur de la paix, Arnaud Kassouin, qui, de son côté, travaille à la sensibilisation et à la prise de conscience, mais surtout à la compréhension du phénomène. Nadim Tchaboué est plutôt sensible aux questions de transhumance. Il travaille à la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs à Parakou. Je vais revenir vers vous pour le partage d'expérience et on saura un peu plus tout ce que vous faites comme action et ensemble on pourra échanger. Mais juste avant de revenir à vous, je vais démarrer par Madame Maryse Aranzo-Glélé, coordonnatrice nationale de WANEP Bénin. Alors, je démarre tout de suite avec vous. Je vous sais très engagée sur les questions de bonne gouvernance et de paix, de sécurité. Alors, Madame Maryse, pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, on parle de recherche de la paix? Je pense que peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de conflits. Il y a beaucoup plus de conflits aujourd'hui. Mais il faut dire que la recherche de la paix, elle doit être intrinsèque. Elle est intrinsèque à l'homme. Elle est intrinsèque à l'homme parce que quand vous n'avez pas la paix en vous, vous-même, pour commencer, vous ne pouvez rien faire de positif. Il va être difficile pour vous de faire des choses positives, de faire des choses avec engouement, de faire des choses avec motivation. Donc, je pense que c'est dans la nature même de l'humain de rechercher à être en paix. Et pendant longtemps, peut-être aussi parce que pendant longtemps, on a défini la paix ou on a compris la paix comme une absence de conflit, une absence de violence, une absence de tension. Donc, on a tout, c'est ce que Galtoun appelle la paix négative, c'est-à-dire qu'on a défini la paix par l'inexistence de. Et donc, c'est quand quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas de violence, qu'on se dit qu'on est en paix. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps en recherche de cet état-là où qui aime souffrir, qui aime être violenté, qui aime être en train de se disputer tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Mais la notion de la définition de la paix a évolué et avec Galtoun, nous voyons que quand on parle de paix, et c'est ce qu'il appelle la paix positive, c'est vraiment aller au-delà de l'absence de conflit, de l'absence de violence, parce qu'il peut y avoir absence de tout ça et qu'il n'y ait pas, et qu'il y ait quand même de la peur, qu'il y ait quand même encore des besoins qui subsistent, voyez-vous. Et donc, vers cette définition de la paix positive, où qu'il définit comme un état où il y a de la coopération. Un état où on a une vie à l'abri du besoin. On a une vie à l'abri de la peur. Un état où il y a, quand je dis état, il ne faut pas voir état pays, hein, mais état, une manière d'être, voilà. Donc, où il y a, où on vit à l'abri de la peur, à l'abri du besoin, où il y a plus de justice et où la violence est moindre. Alors, quand on comprend la paix comme ça, on voit qu'il faut que nous travaillions pour la paix. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vie à l'abri de la peur, il peut pas y avoir de coopération si les uns et les autres ne s'y mettent pas. Voyez-vous.
Donc, c'est un peu ça. Cette recherche de la paix doit finalement nous mettre tous et chacun, disons, en route et en action. Et comprendre que la paix, ce n'est pas que je reste les bras croisés et que je vais avoir la paix. Ce n'est pas que je reste pour les bras croisés, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de guerre, non. Mais c'est que je dois travailler à la paix. Et travailler à la paix, de la petite expérience que j'ai, commence d'abord par travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même, travailler sur un certain nombre de choses qu'on a en soi et qui font qu'on s'enflamme rapidement ou on comprend mal. Il y a beaucoup d'incompréhension. Donc ça commence d'abord par soi-même. Est-ce que j'incarne un certain nombre de valeurs que je veux que les autres incarnent? Voilà. Est-ce que moi-même je me les suis appropriées, etc. etc. C'est très intéressant de mettre le doigt dessus. La question de paix, ce n'est pas que l'absence de conflit, mais c'est d'être dans un état d'abri du besoin ou à l'abri du besoin ou à l'abri de toute menace. C'est aussi très important de dire que les questions de paix, c'est d'abord intérieur. Il faut avoir une certaine paix intérieure afin de pouvoir partager la paix dehors. C'est très intéressant. Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on met les femmes et les jeunes au cœur de ce processus? En quoi, quel est réellement le rôle de la femme, le rôle des jeunes dans la construction de la paix? Alors, pourquoi on met la femme et les jeunes devant? Disons qu'on a constaté dans les conflits, la plupart des pays où il y a eu de grands conflits, des conflits violents, des conflits meurtriers, on a constaté que l'une des, je ne vais pas dire les premières victimes parce que les hommes aussi meurent, mais la grande masse des victimes, c'est les femmes. Elles sont victimes de beaucoup de choses et de façon très, très diversifiée. C'est elles qui sont en train de se déplacer. Les hommes partent au combat et donc laissent les femmes. Les femmes deviennent mères de famille alors que dans un état, dans une situation post-guerre, on leur a tout le temps dit que le rôle de la femme était à l'intérieur de la maison. Vous voyez, et dans une situation de conflit, elle sort de ce rôle brusquement parce que l'homme est parti et donc elle doit devenir chef de famille, elle doit subvenir aux besoins de la famille, elle doit assurer la sécurité de la famille. Donc autant de rôles qu'elle ne jouait pas ou que la société ne lui permettait pas de jouer en temps de paix. Voyez-vous? Et donc, mais quand tout ça se passe et que finalement les acteurs décident de mettre bas la terre, décident d'aller négocier la paix, décident d'aller négocier la reconstruction, on se rend compte que les femmes ne sont pas présentes. Les femmes qui sont les plus grandes victimes sont oubliées, elles ne sont pas à la table des négociations. Elles ne sont pas là pour dire ce qu'elles ont vécu. Nous voulons parler de la reconstruction, nous voulons parler de la justice et nous n'invitons pas une grande partie qui a été victime. Comment on peut savoir, comment on peut quantifier, disons, le préjudice dont elle a été victime si on ne l'écoute pas? Comment on peut quantifier, on peut savoir de quoi elle aura besoin comme réparation si on ne l'écoute pas? Comment on peut définir et dire comment ça va se reconstruire si on ne l'écoute, si elle qui a souffert de ça, on ne l'écoute pas? Ouais. Donc, c'est de ces réflexions-là, de ces constats, qu'est partie, disons, l'importance de dire désormais, il faut que les femmes soient intégrées dans les processus de paix, qu'elles soient intégrées, qu'elles soient appelées à la table de négociation, etc. etc. Et ça a été des luttes. Quand on prend des pays comme le Libéria, en 90, il y a des femmes qui ont lutté pour avoir voix au chapitre. Au moment où les accords se négociaient avec Charles Taylor, il y en a qui elles se sont constituées, elles sont venues, elles ont même bloqué, parce qu'à un certain moment, les négociations, ça ne s'entendait pas. Elles ont fermé la porte, elles ont dit, tant que vous n'allez pas à un accord pour faire cesser les conflits, pour faire cesser les violences sur le terrain, vous ne sortez pas d'ici. Ouais, donc, c'est tous ces mouvements-là qui ont abouti à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1325 dans les années 2000, pour reconnaître déjà que le conflit a un impact très grand et très différencié sur la femme, et pour exhorter maintenant les États à impliquer les femmes dans les situations de résolution de conflits, dans les négociations et tout, mais à les impliquer aussi dans les actions de prévention. Parce que faire la paix, c'est bien, mais si on peut
prévenir et éviter que la guerre ne survienne, que les conflits ne surviennent, c'est encore mieux. Donc, cette résolution demande à ce que les femmes soient même impliquées dans les actions de prévention. Voyez-vous. Et plus tard, en 2015, nous avons eu la résolution similaire pour les jeunes, parce qu'on a commencé à constater également que, avec les questions d'extrémisme violent et tout, les jeunes, qui sont vraiment la grande majorité de la population, sont de plus en plus manipulés, et que les jeunes aussi ont besoin d'un environnement de paix. Donc, ça a donné lieu à la résolution 2250, qui aussi demande à ce que les jeunes soient associés, les jeunes soient protégés, qu'il y ait des partenariats autour de la jeunesse, etc. Et vous faites bien de mentionner ces deux résolutions phares, la 1325 et la 2250. Le Bénin fait un État partie à cette résolution. Nous avons signé cet accord. Mais en réalité, au Bénin, qu'en est-il de la mise en œuvre de ces résolutions? Alors, je vais faire la part des choses. Pour les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a généralement la recommandation d'adopter un plan d'action pour mettre en œuvre cette résolution. Donc, aussi bien pour la 1325, après la 1325, il y a eu beaucoup d'autres résolutions sur les femmes et la paix, la sécurité, qu'on rassemble sous le vocable d'agenda femmes, paix et sécurité. Et donc, il doit y avoir un plan d'action pour mettre en œuvre ces résolutions dans le pays. C'est la même chose pour la résolution 2250, et je pense qu'après 2250, il y a eu aussi d'autres résolutions pour la jeunesse. Donc, au niveau du Bénin actuellement, nous n'avons pas de plan d'action pour la résolution 2250. Il y a un processus qui est en cours pour élaborer ce plan-là actuellement. Et donc, les travaux sont en cours avec un consultant, avec des partenaires qui appuient. Et je pense, dans ce cadre, il y a même eu déjà comme des consultations régionales, départementales, où le consultant a rencontré un certain nombre de jeunes dans les communes pour écouter leurs préoccupations, voir de quoi ils ont besoin, comment ils comprennent la paix, c'est quoi les actions, les actions qu'on peut mettre dans le plan. Donc, il y a ce processus-là qui est en cours. Mais ce que je dois dire, c'est vrai qu'il n'y a pas un document qu'on intitule plan d'action de la résolution 2250, mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait pour l'implication des jeunes dans la paix ou dans les processus de paix au Bénin. Il y a beaucoup d'organisations de jeunes qui font des choses merveilleuses et extraordinaires pour la paix et qui sont impliqués dans leur localité. Nous, au niveau de WANEP, nous menons depuis janvier-février un projet qu'on appelle Peaceway, qui est un projet de renforcement des jeunes pour la paix. Donc, avec ces jeunes-là, ils ont eu un certain nombre de formations et au bout, c'est qu'ils doivent mettre en œuvre, élaborer et mettre en œuvre un projet sur une préoccupation qu'ils ont identifiée comme préoccupation de conflits ou situations pouvant mettre à mal les conflits dans leur localité et ce qu'ils proposent comme solution. Et c'est des micro-projets qui sont financés. Donc, nous sommes actuellement à cette phase-là. 3 groupes de jeunes ont été sélectionnés et vont bénéficier de ces micro-financements-là pour aller eux-mêmes travailler à la paix dans leur localité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes similaires. Nous en avons dans le panel et on entendra tout à l'heure, je suis absolument sûre, des interventions, de l'engagement, de la mobilisation et beaucoup d'actions extraordinaires qui se font par les jeunes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Maryse, pour ce tapis qui est dressé à ces actions qui font la paix. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Nadjimou, qui nous vient de Parakou, qui est plutôt sensible aux questions de prévention, transhumance. Oui. Alors, Monsieur Nadjim, qu'est-ce qui se passe à Parakou ou dans la région du Nord? Et comment est-ce que, de manière concrète, vous vous attelez à prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs? Bonsoir, chers participants et chers autorités ici présents. Ce soir, je vais partager avec l'ensemble ici présent l'expérience qu'au nord, précisément à Parakou, parlant de questions de transhumance, ce que
moi, en tant qu'acteur de la paix, je suis en train d'œuvrer. Et j'ai, dans un premier temps, commencé par rassembler d'abord les éleveurs dans le passé. Et avec eux, j'ai travaillé pour les mettre dans le pas, c'est-à-dire les orienter comment éviter normalement les conflits avec les agriculteurs. Puisque régulièrement, il y a un passage, un couloir de transhumance qui n'est pas respecté par les agriculteurs. Ce qui fait que les éleveurs ont tendance à passer là-dessus et ils sont obligés de détruire les cultures. Ce qui a fait que chaque fois on assiste à des scènes de dégâts matériels et humains même parfois. Donc, en tant qu'acteur de la paix, j'ai dans un premier temps fait un travail où j'ai mobilisé d'abord les délégués de certaines localités qui peuvent vraiment faire le travail pour mettre la paix dans notre communauté. Et c'est comme ça, j'ai impliqué maintenant les élus locaux. En plus de ça, j'ai parlé avec, en son temps, j'ai parlé avec le deuxième adjoint au maire de Parakou. Et il m'a dit, mon jeune, c'est très bien. C'est comme ça, un jour on a fait un programme et vraiment, ça a porté. Arrivé, on a essayé de voir d'abord le président des éleveurs. Et il a mobilisé en même temps toute la communauté Peul. La communauté Peul a dit vraiment que le maire les a honorés pour être présents dans leur village. Donc, puisque je ne sais pas si quelqu'un a fait le nord, c'est un village du nord de Monon. Vraiment, ce jour-là, on a commencé l'addition à partir de 9h. On est rentré à le majeur autour de 16h par là. Puisque toute la communauté qui devait même peut-être aller en pâturage, ils ont dit tout le monde de rester. Ce qui a fait que vraiment ce jour-là, ils ont demandé, bon, qui a d'abord œuvré pour cette initiative, et le deuxième agent a dit vraiment que c'est les jeunes de Parakou, puisqu'ils étaient accompagnés d'un ami également, qui est acteur de la paix. Ce jour-là, vraiment, c'était merveilleux. Et mon ambition, c'est de continuer pour que, à Parakou, qu'on me prenne comme échantillon, comme référence un jour. Puisque vraiment, on a eu des aînés qui sont passés par là pour nous donner le savoir-faire en tant qu'acteur de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment mettre une cohésion sociale entre différentes couches ethniques et vraiment les confessions religieuses même. Donc, puisque ce n'est pas, quand tu prends un thème concernant la paix, il faut voir qu'est-ce que ça peut apporter dans d'autres couches sociales. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à être vu dans la commune de Parakou. Surtout que le deuxième adjoint au maire, il est une autorité que tout le monde vraiment apprécie par rapport à ces accueils qu'il fait à tout un chacun de jeunes. Quand un jeune vient avec un plan d'action, il agit et c'est comme ça, ça prospère. Donc, je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser trop la parole devant mon aîné. D'accord, merci. Merci beaucoup. En tout cas, ce que moi je retiens de votre intervention, c'est un jeune qui a décelé un problème dans sa communauté, les conflits éleveurs-agriculteurs, et qui s'est dit, qu'est-ce que moi, en tant que jeune, je peux faire pour apporter quand même ma pierre à l'édifice à ce combat, sachant qu'en fait, c'est un problème qui perdure, c'est un problème existant, mais vraiment des années passées, des lustres. Il s'est dit, moi, en tant que jeune, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du mien, pour que quelque chose change. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il ne s'est pas levé comme un super-héros pour se rendre sur le terrain. Non, il a cherché des alliés, il est allé voir les autorités, il a fait les choses bien. Il s'est fait entourer des personnes qui ont le poids et qui peuvent parler. Et lorsqu'on parle d'éleveurs dans cette zone, la plupart du temps, c'est les Peuls, vous l'avez évoqué. Donc, l'autorité compétente a su demander aux Peuls de venir à une table de discussion avec les agriculteurs
afin de comprendre comment mieux faire les choses, afin qu'il n'y ait plus de conflit entre ces deux grandes couches-là. C'est un sujet très intéressant. Je sais que le docteur Baglo va revenir un peu sur ça, parce que je sais qu'il a beaucoup travaillé sur cette question. Alors, merci vraiment, M. Nadi, pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez encore. Et juste à côté, je voudrais qu'on puisse maintenant écouter M. Arnaud Cassouin, qui, lui, n'est pas sur cette thématique, mais c'est un peu plus général avec lui. Lui, il va au fin fond des choses, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse réellement? Il est journaliste. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et d'emblée, je souhaiterais vous dire merci pour la considération. Je suis Arnaud Cassouin, je travaille essentiellement sur les questions ayant de lien avec la paix et la sécurité. Évidemment, j'ai choisi l'extrémisme violent et le terrorisme parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus sans savoir que le phénomène est devenu un phénomène un peu dérangeant, si je peux le dire aussi. En tant que jeune, il faut dire et il faut le rappeler et même parfois insister sur ça. Nous sommes des jeunes, mais demain, c'est à nous. Je le dis comme ça, hein, un peu vulgaire, quoi. Demain, c'est à nous, quoi qu'on le dise. Hein, quoi qu'on dise, demain est à nous. Donc, il faut et il faille qu'on œuvre main dans la main, hein, pour assurer un meilleur avenir pour nous, quand même. Et quand je dis ça, c'est que lorsque vous regardez un peu l'architecture du pays, et même lorsque vous allez un peu plus loin, en regardant un peu sur le plan politique, vous allez constater qu'aujourd'hui, les jeunes se désintéressent à la chose politique, ce qui n'est pas tout à fait bon pour nous demain. Ça ne sera pas bon. Alors, paix et sécurité. Évidemment, tout à l'heure, on a parlé de recherche de paix. Moi, je ne dirais pas recherche de paix. Pourquoi? Parce que tout être humain sur cette terre aspire à une chose, vivre bien et mieux, dans la paix et la quiétude. Donc, il n'est plus pour nous, ce n'est pas une histoire de recherche, non. Mais toutefois, si on parle de recherche de paix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un individualisme qui prime sur tout. C'est que, recherche de gain, tout le monde est dans son couloir. Un peu ça. Je ne dirais pas seulement que le terrorisme surfe sur les inégalités politiques, mais il y a également les dynamiques anciennes, conflictuelles, qui ont participé, je vais dire, à l'essor de ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Alors, le long de mes travaux, j'ai une approche particulière que j'adore et que j'apprécie beaucoup. La plupart de mes travaux s'inscrivent dans une approche analytique et prospective. Je le fais parce que, pour moi, il n'est pas seulement, on me dit, oui, on travaille aujourd'hui. Non, il n'est pas question que d'aujourd'hui. Il faut aussi penser à demain. Et lorsque je le fais, ce n'est pas seulement pour dire, bon, l'avenir. Mais regardez aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, le Bénin ne parlait pas de terrorisme. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Et non seulement ça, donc sachez que d'ici 20 ou 50 ans, peut-être on ne parlera plus de terrorisme. On va trouver d'autres terminologies par lesquelles désigner maintenant la situation qui se présente. Je le dis simplement comme ça parce que pour moi, on n'est pas obligé d'utiliser des termes un peu plus compliqués pour parler de paix et de sécurité. Aujourd'hui, on parle de terrorisme, mais demain, ça deviendra-t-il? Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand on parle de terrorisme, on s'appuie sur des auteurs étrangers où on est là dans une forme d'intellectualisme. Moi, ça me frustre beaucoup. Je dis simplement, le terrorisme, c'est quoi? C'est une stratégie de lutte guerrière qui utilise un mode opératoire pour semer la terreur. En ce qui concerne l'extrémisme violent, ça ne naît pas du jour au lendemain. Nous allons parler des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et nous allons parler des conflits intercommunautaires et autres. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Même la question des Peuls, lorsqu'on l'évoque, moi, ça me choque un peu. Ce n'est pas aujourd'hui. Au XVIIIe ou au XIXe siècle, avec les Fulani Kaloni, avec les Peuls venant du Sahel central ou autres, ou venir vers la côte, c'est une dynamique ancienne. Tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de plus nous concentrer sur le vivre ensemble. Même quand on parle de décohésion sociale aujourd'hui, je me demande, mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à faire? Oui, évidemment, il y a à faire. Sauf qu'il
il faut adopter une autre stratégie pour mieux comprendre les dynamiques, ce qui se passe. C'est pour cela, au lieu de parler de cohésion sociale, moi je parle de vivre ensemble. Parce que si, en tant que jeunes, nous œuvrons pour en vivre ensemble merveilleux, je pense que nous ne parlerons plus de cohésion sociale, nous ne parlerons plus de cohésion sociale. Si, avec mon frère d'ici, je prends plaisir à discuter avec lui, si avec mon frère d'ici, on prend plaisir à parler d'avenir, de développement, est-ce qu'on aura le temps de se quereller encore? Et là, on va parler encore de radicalisation jusqu'à venir à la radicalisation violente. Non, c'est un processus. Et il n'y a pas un côté à laisser, non, je ne crois pas. Mais ce n'est pas les histoires compliquées dans lesquelles on s'enferme aujourd'hui qui fait qu'on va combattre le phénomène. Non, je ne pense pas. Lorsque j'ai commencé par travailler sur les questions de paix et de sécurité, la première des choses auxquelles je tenais, c'est de comprendre le phénomène. Autre ça, maintenant, je me suis dit, mais comment sensibiliser? Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre ennemi, comment vous pouvez prétendre le combattre? C'est ça. C'est pour ça les définitions qui s'enferment dans les doctrines, je ne suis pas trop fan de ça. Si vous connaissez ce dont vous souffrez, mais vous êtes déjà à moitié guéri. Maintenant, je n'ai pas seulement écrit des articles, non. Il m'est arrivé d'organiser des activités de sensibilisation sur la compréhension même de la terminologie terrorisme et djihadisme. Donc, il faut déconstruire ces idées reçues. J'ai organisé des activités pour expliquer mieux le phénomène. Cher public, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire à ce niveau de la discussion? J'ai bien envie d'entendre des femmes. Selon vous, en tant que spécialiste dans les domaines, quelles sont les actions ou bien les comportements, les attitudes que les jeunes plutôt doivent faire montrer dans la société afin que nous ayons des élections paisibles? Moi, j'ai deux petites questions. D'abord, au niveau de WANEP, ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, vous avez commencé à dire qu'il y a des projets qui prennent en compte les jeunes, des micro-projets que vous financez à l'endroit des jeunes. Justement, je voulais aborder cette question liée aux élections parce que je m'intéresse beaucoup aux questions politiques. Quand on parle d'élections aujourd'hui, est-ce que déjà dans votre viseur, vous avez déjà des initiatives qui prennent en compte cet aspect de la chose? Mais l'autre chose, c'est que si on vient vous voir aujourd'hui, est-ce que WANEP aujourd'hui est prêt à accompagner les jeunes comme cela se doit, qui ont des projets liés justement aux questions de paix pour le compte des élections de 2026? Maintenant, de l'autre côté, les questions liées à la transhumance dans la partie septentrionale de notre pays. Aujourd'hui, je crois que l'État a mis en place un haut commissariat à la sédentarisation qui prend en compte ces questions-là. Est-ce que véritablement des résultats sont obtenus sur le terrain? Est-ce que vous pensez que oui, de manière véritable, les jeunes sont pris en compte véritablement pour apporter des solutions à ces situations? Merci. Ma question s'adresse à M. Anno. Vous avez effectué quelques travaux de recherche sur la thématique de terrorisme et d'extrémisme violent. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les causes ou les facteurs favorables de ce phénomène en République du Bénin, parce qu'il y a 10 ans, comme vous l'avez dit, le Bénin n'était pas confronté à ce problème-là. En plus, vous avez soulevé la notion de groupe islamiste. Donc, j'aimerais savoir sur quoi vous mettez vraiment l'action, parce qu'il n'y a pas que les groupes islamistes qui sont terroristes. Il y a d'abord la notion de terrorisme qui n'est pas vraiment... Déjà, on ne s'entend pas sur la définition du terrorisme. Donc, j'aimerais bien que vous reveniez sur cela pour donner plus de clarification, ce qui vous pousse à peut-être qualifier les terroristes de groupes islamiques plutôt que de dire terrorisme. Et ma question s'adresse à Madame Maryse. Bon, lors de votre intervention, vous avez parlé de 2 résolutions. La résolution 1325 et la résolution 2250. Alors, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ces résolutions-là apportent à la jeunesse et aux femmes? Comment nous, en tant que jeunes, nous pouvons nous servir de ces instruments juridiques pour pouvoir mener des actions en faveur de la paix? Ma question s'adresse à Madame Maryse. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place pour contribuer
à la prise des décisions des femmes sur les questions liées à la paix et notamment à la sécurité. Et j'aimerais demander également, en tant que coordonnatrice de WANEP Bénin, qu'est-ce que vous faites réellement sur ce plan? Merci. Depuis, on parle de paix, transhumance, terrorisme, mais on ne parle pas de famille. Comment cultiver la paix? Déjà à travers la famille, à travers tous ceux qui nous entourent, à travers l'entourage. Ma question s'adresse beaucoup plus à Madame Marie. Merci. Les actions, ça dépend des domaines. On ne peut pas vous dire, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez? Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est en premier lieu, il faut identifier ce qui vous prend. Parce que l'action, en fait, c'est que l'action, il faut que, pour agir, il faut que ça vous tienne. Je ne veux même pas dire à cœur, mais il faut que ça vous prenne dans les tripes, comme on dit. Parce que le cerveau de l'action, c'est dans le ventre. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui vous porte pour que vous puissiez agir. Oui. Vous voyez tout le développement que monsieur a fait sur le terrorisme et tout ça, sur l'extrémisme violent, c'est sa passion, ça. Ici, s'est levée, elle a demandé la paix dans la famille. Donc, ça veut dire que le terrorisme, tout ça là, ça ne l'intéresse pas. Donc, il faut identifier, pour moi, c'est la première chose, là, le domaine de votre domaine de passion, votre domaine d'intérêt, votre domaine où vous avez envie que les choses aillent bien, votre domaine où vous avez vu que ça ne va pas, et que vous voulez faire que ça aille. Quand vous avez identifié ce domaine-là, on n'aura même pas besoin de vous dire quelles sont les actions. Vous-même, vous voyez ce qui ne va pas et vous réfléchissez à comment est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et de là, les actions coulent d'elles-mêmes. Ça coule d'elles-mêmes, simplement. Voyez-vous. Donc, pour moi, c'est ce qui est primordial. Ça. Déjà, il faut savoir qu'en tant que jeune, je dois agir parce que je suis dans la cité, parce que la cité, c'est mon affaire. Parce que je ne vais pas rester les bras croisés, attendre tout des autorités. Non, je dois contribuer. Donc, il faut le savoir d'abord. Et maintenant, identifier son domaine, le domaine de passion ou d'intérêt qui va vous pousser à agir. Maintenant, à l'approche des élections, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Qu'est-ce qui vous dérange, vous, dans comment les élections se passent au Bénin? Qu'est-ce qui vous dérange précisément? Est-ce parce que comment les jeunes sont manipulés? Est-ce l'ignorance de la loi? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce comment les acteurs politiques se comportent? Est-ce comment la Sénat organise les élections? Qu'est-ce qui vous dérange? À partir de ce qui vous dérange, vous allez trouver des actions qu'il faut mener dans votre localité. Et au plan, vous allez trouver. Donc, voilà un peu. Je peux vous dire que vous pouvez faire des sensibilisations. Mais si ça ne vous prend pas, je peux vous dire que vous pouvez aller faire du plaidoyer. Mais si ça ne vous prend pas, vous allez le faire, mais après, vous n'aurez pas, voilà, exactement. Et Ulrich, est-ce qu'on a des actions? Qu'est-ce que WANEP est prêt à faire pour accompagner les jeunes? Quand j'ai donné l'exemple, j'ai dit que c'est dans le cadre d'un projet, Peaceway. Donc, le projet a prévu spécifiquement ça et a prévu du financement pour ça. WANEP ne finance pas des actions, n'est pas bailleur, n'est pas partenaire financier des actions des jeunes ou des actions d'autres associations. Mais WANEP peut accompagner techniquement. WANEP peut mettre à disposition des formateurs. WANEP peut mettre à disposition des gens pour venir sensibiliser, pour venir former, pour venir donner de la connaissance, etc. Donc ça, nous pouvons faire. Mais nous n'avons pas une cagnotte financière pour dire, OK, on lance un appel, sauf si nous avons dans le cadre d'un projet cette possibilité-là, comme j'ai eu à le dire, c'était dans le cadre du projet Peaceway que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement. Qu'est-ce que ces résolutions qui sont adoptées par le Conseil des Nations Unies, qu'est-ce qu'elles apportent à la femme et qu'est-ce qu'elles apportent aux jeunes? Elles apportent beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression, on a l'impression qu'on ne bouge pas. On a l'impression que les choses n'avancent pas, mais elles avancent.
elles avancent, elles bougent, petitement, elles bougent. Il y a des femmes qui ont aujourd'hui maintenant, dans presque au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, il y a le groupe des femmes médiatrices. Parce que la résolution 1325 l'a souligné, voilà. Donc, il y a des groupes, ces groupes-là qui sont mis en place pour intégrer les femmes dans les processus de médiation à haut niveau. Aujourd'hui, dans les pays, dans la plupart des pays, quand vous allez au Mali, au Burkina, au Sénégal, on en a aussi chez nous. Il y a des femmes médiatrices au niveau communautaire. Parce que la résolution a demandé à ce que les femmes soient impliquées. Aujourd'hui, dans les systèmes d'alerte précoce, on essaie d'intégrer les femmes. Donc, ça bouge, même si c'est petitement. Comment les jeunes peuvent se servir de ça? C'est déjà de savoir que vous avez cette résolution-là en votre faveur. Et que c'est comme une loi, c'est adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'a même pas besoin de dire on va l'introduire dans une loi nationale. C'est d'office applicable au Bénin. Donc, cette résolution-là, vous avez, comment je vais dire, c'est un droit. Ça dit que vous devez être impliqué. Donc, au niveau de votre localité, au niveau de votre commune, au niveau de votre arrondissement, en tant que jeune qui paye des taxes, vous pouvez aller pour dire, vous voulez voir comment ça se passe au niveau de l'arrondissement. Ce n'est pas que, comment je vais dire, vous demandez quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas que c'est pour mettre à mal ou bien pour critiquer la gouvernance forcément. Mais vous voulez comprendre comment ça se passe, comment vous êtes dirigé. Vous voulez comprendre ça. Vous explique. En tant que jeune, ça, c'est des actions déjà qu'il faut. Au niveau de mon quartier, comment est-ce que le chef quartier, comment il organise même le quartier? On peut chercher à comprendre en allant voir le chef quartier. Comment il organise le quartier? Comment est-ce que les rues sont balayées et tout ça? Comment il organise ça? Comment il organise la sécurité? Vous pouvez vous rapprocher de votre commissariat en tant que jeune. Comment est-ce que la sécurité est organisée? Comment est-ce qu'en tant que jeune, vous pouvez même leur demander, comment est-ce qu'en tant que jeune, on peut contribuer à la sécurité? Ils vont vous recevoir, ils vont vous parler. Mobiliser d'autres jeunes pour aller écouter les consignes sécuritaires. Voilà. Ça, c'est... Donc, la résolution vous donne le pouvoir, vous donne la garantie de dire que vous avez le droit de le faire. Aujourd'hui, pour augmenter le nombre de femmes dans les instances de prise de décision, il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal d'actions qui se font. Et au niveau de WANEP, nous, avec le consortium, en consortium avec RIFONGA et FENEP, il y a un projet actuellement, le projet PAEG, Programme d'appui à l'égalité du genre, qui est mené avec l'appui de la coopération suisse. C'est dans tout le pays, sur tout le territoire. WANEP, consortium WANEP, RIFONGA, FENEP, nous sommes dans le sud. Il y a un consortium EDID dans le centre, qui s'occupe des départements du centre, et BANI qui s'occupe des départements du nord. Et c'est du renforcement de capacité des jeunes filles qui sont intéressées par la politique, qui sont dans des partis politiques. C'est du renforcement de capacité, donc des formations. C'est du coaching. On leur donne des coachs médias, des coachs politiques, des coachs éthiques pour accompagner ces jeunes filles-là. On fait du plaidoyer pour que, à l'approche des élections, les partis politiques les intègrent sur les listes, etc. Donc, il y a un package, on travaille avec leurs époux, on travaille avec les leaders de la communauté. Donc, il y a un package d'activités. Je vous assure que les jeunes femmes qui participent à ces programmes-là, comment je vais dire, elles se sont révélées. Elles se sont révélées. On l'avait déjà fait de 2016 à 2019. C'était le programme RECAFEM 4 qui avait fini. Et on a, avec la coopération sociale PAEC maintenant. Donc, il y a de la vie. Vous voyez les jeunes femmes à organiser des activités pas possibles. Pas possible. Chaque semaine, chaque week-end, il y a des bénéficiaires qui organisent des activités, Et il y a des bénéficiaires qui sont nommés. Là, tout récemment, on en a eu 2 qui avaient participé au programme RECAFEM, qui ont été nommées directrices départementales des affaires sociales dans le Zou et dans la Donga. Donc, il y en a beaucoup qui sont nommés dedans. Il y en a qui étaient élus pendant les élections. Donc, voilà. La paix dans la famille, ça, c'est la grande question, ça. Parce que c'est dans la famille que tout commence. C'est dans la famille que tout commence, non? La paix dans la famille, là, c'est qu'il faut aller voir qu'est-ce qui pose problème dans la famille.
C'est pas là. Parce que pour travailler à la paix, il faut comprendre ce qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème dans la famille? Donc, d'abord, on peut voir les questions d'éducation. Aujourd'hui, est-ce que les deux parents sont là pour éduquer? On peut remonter plus loin, même les deux parents là, comment ils se sont rencontrés? Quel projet de vie commune ils ont discuté pour que famille puisse être en train de naître? Parce que c'est ça, on ne se lève pas le jour au lendemain pour dire je vais créer famille. Ou bien. Donc, il faut réfléchir. Déjà qu'à deux là, on vient d'horizons différents. Donc, il faut déjà apprendre à se connaître, à s'apprécier, à s'aimer et tout ça. Maintenant, quel plan de vie nous avons? Quand nous commencerons à avoir des enfants, quel sacrifice je fais? Quel sacrifice tu fais pour les enfants? Comment est-ce qu'il faut éduquer nos enfants, etc., etc. Donc, c'est un peu, c'est par là qu'il faut commencer. Et petit à petit, voilà. Je pense que si tu veux à la fin, on peut toujours échanger. Je ne peux pas trop garder la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maryse. Alors, Monsieur Arnaud, on ira assez rapidement. D'accord. Bon. La première des choses, c'est aujourd'hui, je parle de mouvement islamiste. Et plus trop de terroristes, parce que terroriste, déjà, ça a déjà une connotation politique. Au-delà de tout aspect, vous allez comprendre que la plupart des groupes qui sont aujourd'hui, que ce soit, si nous prenons le cas du Bénin par exemple, la plupart des groupes armés là, non conventionnels, qui nous viennent que cela soit du Nigeria, ou bien du Niger, ou bien du Burkina Faso, vous allez comprendre que la plupart de ces groupes ont un référentiel musulman, c'est clair. Sauf que, c'est vrai, il y a un phénomène qui est en place. Et surtout quand vous prenez le fuseau nord-est du pays, vous allez comprendre qu'il y a plutôt des mouvements de bandits qui sont là. Le banditisme, c'est là il y a longtemps. Et aujourd'hui, on fait face à ce que j'appellerais, il y a déjà un chercheur qui avait déjà travaillé sur ça, qui a dit la djihadisation du banditisme. Et ce qui se passe, par exemple, au nord-est du Bénin, vous allez comprendre que si, à un moment, nous avons enregistré plus d'enlèvements dans ce côté du Bénin, c'est parce que, la plupart, il y a des mouvements qui ont quitté le Nigeria et qui ont amené leur famille sur le sol béninois juste pour assurer leur propre sécurité. Pourquoi? Parce que s'ils restaient dans le nord-ouest du Nigeria, on allait les enlever parce que eux-mêmes à la base, c'était des bandits, c'était des contrebandiers. Donc pour leur sécurité. Sauf que le mouvement a évolué. Et donc, la plupart de ces mouvements qui étaient venus dans le nord-est du Bénin pour protéger leurs familles se sont retrouvés aujourd'hui face à d'autres dynamiques qui est le kidnapping de leurs parents ou proches comme moyen de pression sur eux. Ce qui fait que nous avons enregistré plutôt pas mal de kidnapping dans le nord-est du Bénin. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous partageons plus de 700 km avec le Nigeria du côté est. Et que la plupart du temps, la ligne frontalière qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria est plutôt une ligne, je ne vais pas dire poreuse pour utiliser les termes un peu polysémiques, mais je vais dire, ça c'est une ligne qui est confrontée à des fragilités sécuritaires. Même moi qui suis ici, même vous, pour prendre par Sémécrate pour aller au Nigeria, ceux-là qu'on appelle les customers, ils vont vous prendre de l'argent fatigué. Si vous ne donnez pas, on vous prend votre passeport. On va vous prendre votre passeport. Si vous ne donnez pas, vous allez voir. Même moi qui suis ici, j'étais en Bomba, on m'a pris, mon gars. Et tu donnes l'argent. Et il y a d'autres voies, mais si tu en prends par ces venelles-là, par ces intersections, et que par malchance, tu tombes sur les quelques, je vais dire, customers on grip, ces agents-là qui sont, et ce sont des agents, je vais dire, qui non conventionnels, des mouvements armés non conventionnels et qui assurent la sécurité de ces autres. Mais si vous tombez dedans, on vous prend. Donc, d'abord, ce n'est pas un fleuve tranquille du côté est du Bénin. Donc, il y a toute cette dynamique. C'est pour ça, souvent, dans mes papiers, je dis, pour parler de terrorisme, je dis les groupes étiquetés terroristes. Parce que le terroriste, chacun a sa définition de cette terminologie. Mais pour faire fi à tout cela, c'est là que moi je propose mon approche définitionnelle, qui est stratégie de lutte guerrière. Pour faire fi à tout ça. Parce qu'on a dit, d'abord, quand on parle de terrorisme, on a dit, il y a la terreur. Champ lexical. Terreur. Violence. Donc, il y a tout ça à prendre en compte.
Évidemment, on a parlé de conflits agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, ce sont des conflits sur lesquels ces mouvements armés non conventionnels seuls. C'est pourquoi j'aime dire souvent que la connaissance, qu'elle soit intellectuelle ou spirituelle, nous délivre de l'ignorance. N'est-ce pas? Véritablement. C'est en cela que moi, j'aime beaucoup travailler sur ces questions pour sensibiliser, pour dire il faut nécessairement que nous, en tant que jeunes, nous comprenions aujourd'hui cette dynamique pour pouvoir mieux nous affirmer, parce que ça nous éviterait les problèmes, les petits querelles entre communautés, pour dire telle communauté, telle communauté. Regardez par exemple le Bénin, entre le nord et le sud. On dit celui-là c'est nordiste, celui-là c'est pas bien pour nous et pour notre avenir. Merci beaucoup Arnaud. On vous sent très passionné de la chose et c'est vraiment très intéressant. Ça rejoint ce que Madame Maryse disait. Il faut trouver ce qui est pour toi dedans, ce qui te parle à toi. Et lorsque tu y vas à fond, eh bien, ça se ressent. Un mot, Nadim. Okay. Monsieur Alban, je viens à la parole de Alban. Il a parlé du haut conseil à la sédentarisation tout à l'heure. Effectivement, tu as évoqué ça, c'est normal. Mais il faut comprendre que quand on parle de haut commissariat de la sédentarisation, il y a un souci. C'est qu'il y a un moment donné où il y a la transhumance nocturne. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est la nuit que les éleveurs vont en pâturage. Vous comprenez, non? Ce qui fait que le lendemain, on constate que les champs ont été déjà détruits. Vous comprenez un peu? Ça fait que peut-être c'est un campement de campeurs qui est non loin de la zone qu'on attaque, alors que ceux-là, ils sont déjà passés par là pour aller dans un lieu de vente. Vous comprenez un peu? Donc, ils travaillent, mais là, on n'atteint pas encore. Il y a de l'insuffisance encore à ce niveau. Donc, et déjà, en tant qu'acteur de la paix, nous-mêmes, on a pris ça en compte avec les élus locaux surtout, avant de remonter ça au haut niveau. Si tout va bien, tout ça là, c'est au fil du temps et des ans que les choses se mettront dans l'ordre. Alors, chers panélistes, merci infiniment. Vous allez rejoindre l'assistance et on va recevoir le docteur Baglo pour notre deuxième panel exhortation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, d'ailleurs, avec ceux qui nous entourent, avec vous, pour discuter d'une question très difficile à appréhender, la question de la paix. Même au niveau des Nations Unies, nous avons fait une grosse réunion sur paix et sécurité. Très souvent, on parle beaucoup de paix, mais on parle très peu de sécurité. Et aujourd'hui, les pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Bénin, le Togo, même la Côte d'Ivoire, font l'expérience. C'est pourquoi il est essentiel de définir la paix, mais de lier la paix à un mécanisme très important qu'on appelle cohésion sociale. Et quand on parle de cohésion sociale, souvent il y a plusieurs définitions. Et nous, ce que nous faisons, nous essayons de l'accrocher à un certain nombre de dimensions. Ce n'est pas toutes les dimensions qu'il faut prendre en compte. Donc, dimension solidarité, dimension intégration sociale, dimension solidarité, dimension reconnaissance des diversités, etc. Donc, il y en a 7. Et quand on peut adresser cela, on arrive à régler un certain nombre de problèmes. Pour ceux qui connaissent un peu le nord de notre pays, quand vous êtes dans la zone Bariba, vous verrez la différence entre les Bariba et les autres. Souvent, les Lopa, les autres sont considérés comme moins que les grands. Et c'est un truc qui est vécu et qui est finalement accepté par toutes ces minorités-là. Alors, on n'est pas dans un village que nous avons récupéré du Nigeria, puisque de 1960 jusqu'à un certain moment, le Bénin a mal géré ses frontières. Mais aujourd'hui, nous sommes les champions dans la gestion de nos frontières. Chaque année, je mets 5 milliards sur les frontières et vous allez voir beaucoup d'infrastructures. Et c'est le système inverse aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment, ce village qu'on appelle Ouga-Moins, quand vous y allez, vous allez voir que les Lopa, les Wama, ils appellent les Tanguita,
sont obligés tous les samedis d'aller au champ pour le roi, alors que les Bariba n'y vont pas. C'est une question de cohésion. Nous sommes partis, nous avons suspendu ça, nous avons réglé le problème. On a remarqué dans ce village que les jeunes ne se fréquentent pas. Les gens sont en groupe. Les Bataounous sont les chefs. Les Wama et les Lopa sont ensemble dans leur coin. On les a posés dans un autre village. Lorsqu'on est parti, comme l'a dit tout à l'heure Mme Mahan, on s'est dit, mais comment régler cette question-là? Si on règle le problème des jeunes, peut-être qu'on va régler pour les adultes. Et on a dit, on va essayer par le sport. On a construit un terrain de football. Ça a coûté moins de 5 millions. Terrain de football, ballon, maillot, filet, tout. Et les gens ne peuvent pas jouer. Aujourd'hui, peut-être, j'ai quitté la BGS Saint-Gilles pour organiser une mission. J'organise ça pour tout le monde. J'allais organiser une mission sur le terrain, vous allez voir. Le capitaine de l'équipe, aujourd'hui, c'est un peu. Et parce que l'enfant de quelqu'un joue, il se plaît de faire les 8 km pour venir au match. Et bien regarder leur match. Donc, on a trouvé qu'un mécanisme de mettre ensemble les jeunes, c'est de pouvoir mettre en place un projet qui les intéresse tous pour aller de l'avant. Et dans ce cadre, nous pouvons dire que notre pays a fait beaucoup d'efforts. L'effort tout à l'heure, à travers des questions que vous avez posées. Quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi le haut-commissaire. Le haut-commissaire a été mis en place par le haut comité, le côté haut niveau, pour régler un problème essentiel, le problème de disparité. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est très important de faire un lien très fort entre paix et cohésion sociale. Mais tous les mécanismes pour moi conduire à la paix se trouvent au niveau de la cohésion sociale si on prend les 7 dimensions. Et pour cela, le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes. Le programme cohésion sociale, où pour la première fois la Banque mondiale a accepté de financer ce large processus. C'est un budget de 450 millions de dollars pour le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et dans ça, 10% du budget va directement aux jeunes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes les plus touchées par les questions de paix, c'est les jeunes. C'est les femmes et les jeunes. Les jeunes comment? Aujourd'hui, les jeunes ont un problème lié à l'accès à l'indépendance des pays africains où on avait déjà prévu, mais on n'a pas partagé avec nos pays, qu'après 1986, il serait difficile aux jeunes d'avoir des emplois. Or, si on le savait depuis 1960, on aurait adopté une autre forme de formation. On n'aurait pas continué de former ce qu'on appelle les ouvriers, mais les fonctionnaires de l'État ou les fonctionnaires pour servir l'État. Les engagés des civil servants. Donc, ça pose un problème. Et dans ce milieu, il y a énormément d'attentes et de tensions. Et parce que les jeunes sont dans cette situation, les jeunes sont très, très vite manipulables et manipulés. Et pour cela, on s'est dit qu'il faut donner plus de poids aux jeunes, malgré tous les projets que nous avons d'accès aux jeunes, prodiges, exigences, etc. On a dit dans chaque projet, il faut tout faire pour que 10% du budget aille aux jeunes et à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Malheureusement, nous avons une portion importante de la jeunesse qui déjà avait été prise en main par les politiciens, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, etc., où ils pensent qu'il faut toujours prendre les raccourcis pour s'affirmer, se faire. Ça pose un problème sérieux. Attention qu'aujourd'hui, quand un jeune approche quelqu'un qui pose un problème, la personne attend toujours beaucoup des jeunes. Donc, les jeunes constituent un élément essentiel dans la promotion de la paix, à travers ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Tout le monde se dit, chaque pays a son terrorisme. Et on a des groupes armés terroristes. On a sorti tous les termes, mais le mot terrorisme est venu. On a pas 240 définitions de terrorisme et chacun prend sa définition. Mais il faut rester à ce niveau-là. Quand vous êtes déjà frustré,
que vous n'êtes pas écouté. Vous donnez les signes de la nervosité, c'est-à-dire que vous êtes complètement braqué. Vous sortez même des menaces. Et qu'on ne vous dit rien, souvent dans tous les pays africains, quand les gens ne sont pas menacés, on les arrête. Ils sont les opposants, ils sont ci ou ça. Il faut pouvoir les écouter à ce moment. Et c'est le rôle que vous devez jouer, vous les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui sont les radicalisés. Et quand vous êtes des groupes de jeunes, vous pouvez percevoir déjà ça. Comment avoir la perception. Je pense que WANEP peut faire ces formations-là. ONUDC peut faire des formations. On peut demander, moi, il peut téléphoner et les gens vont venir nous faire ces formations-là. Et c'est quand ça bascule que les gens prennent l'exemple. Mais pour que ça bascule, il faut que les gens aient ce qu'on appelle les entrepreneurs de violence. Et l'entrepreneur de violence qu'on peut avoir, c'est qui? Quand c'est en politique, c'est quelqu'un qui a fait depuis 15 ans, qui n'arrive pas à trouver son compte. Ce n'est pas qu'il vous aime, mais lui va créer la meilleure pour pouvoir trouver sa part. Mais quand vous parlez de l'autre côté, vous ne les voyez pas. Mais ils viennent négocier avec vous, tout simplement pour que vous les aidez à accéder. C'est la manipulation des jeunes. Quand vous voyez ceux qui sont dans les rues, qui courent, c'est les jeunes. En gros, je crois que j'ai répondu à certaines questions qui ont été posées. Pour qu'il y ait la paix, il faut que chacun se sente un peu à l'aise. Et vous qui êtes des intellectuels, les gens pensent qu'aujourd'hui, être intellectuel est incompatible avec être entrepreneur. Et aujourd'hui, je vous jure, dans 5 ans, c'est encore pire. Les gens qui disent, j'ai fait une thèse en sociologie, je vais encore faire en géographie. J'ai fini en géographie, je vais faire un journaliste. J'ai fini en géographie, je vais faire... Il va me faire monter une thèse, il n'aura pas le boulot. C'est son petit frère chauffeur qui va le nourrir. Moi, j'ai ma nièce qui a fini, je lui ai dit, il faut aller faire, qu'on appelle couture. Elle fait le bac, elle fait maintenant l'université où on apprend à faire la couture. Elle a toujours des cours, mais le cours prépondérant, c'est la couture. Elle va avoir une licence en ça. Et là, même si la licence ne trouve pas de boulot, au moins ceci, elle va le trouver à manger. Et ça, la paix commence par quand chacun se sent à l'aise. Elle a dit ça tout à l'heure. Tant que tu n'es pas à l'aise, tu dois attendre ton petit frère qui est chauffeur, les gens lui diront, même pour te donner à manger ou bien donner à ta femme. Même ta femme sera fatiguée de toi. Et dans la famille, les pleurs vont commencer. Toi là, c'est ton frère qui vient donner les autres chez nous. Oh, c'est la main qui donne, qui est toujours en haut. Toi, à 45 ans, tu es encore en train d'aller chez ta maman va voir que, alors que tu veux donner l'argent chez moi, tu es en bomba et ta femme porte du lait. Donc toi, tu nous suces pour aller t'occuper de ta femme. Problème entre ta femme et ta mère. En famille, la paix s'en va. Donc pour avoir la paix, il faut développer l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut développer l'esprit de solidarité. Il faut développer l'esprit de, comme il a dit tout à l'heure, de vivre ensemble. Penser toujours. Il y a l'humilité aussi. Donc ramener au niveau des autres. De remettre toujours au niveau des autres. Et là, tu es devenu plus fort. Quand tu es humble, tu as plus de facilité que celui qui n'est pas humble. Donc l'humilité, tout ça se cultive. C'est tellement... Je voudrais qu'on applaudisse le Docteur Baglo, c'est tellement passionnant de vous écouter. On en apprend tellement. Et voilà, malheureusement, le temps qui nous est imparti à son terme. Je voudrais quand même que les discussions continuent juste après. Ou si vous êtes ouvert à la collaboration, vous pouvez échanger les contacts avec certains participants selon votre convenance. Et vraiment, merci infiniment. Ce moment d'exhortation va s'arrêter là afin qu'on puisse mettre un thème à ce pistol et qu'on passe à la phase network.